Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance formation, comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation programmées chaque année, en présentiel ou à distance, avec des formats divers comme le e-learning, les classes virtuelles ou encore le blended learning. Donc, c'est un mix entre classes virtuelles et présentiel. Et puis, sur des thématiques variées qu'on peut voir en slide 3, telles que le risk management, la finance, la réglementation, le digital et la distribution. Donc des formations, excusez-moi pour la coquille, proposées en 2023 et non plus en 2022, qui sont à 95% compatibles DDA. Un catalogue de formations donc, que vous pouvez télécharger au format digital. Vous l'aurez sur le support que nous vous enverrons à l'issue de cette intervention. Et puis, l'Argus de l'assurance formation, c'est maintenant depuis plus de 2 ans le partenaire privilégié des professionnels du courtage grâce à sa plateforme 100% digitale Visa DDA. Donc, vous enverrez les détails sur la slide qui suit. Visa DDA vous accompagne à travers vos obligations de formation de 15 heures annuelles. Et donc, au-delà des formations que nous pouvons proposer en inter, en distance, de manière ponctuelle, vous avez accès à cette plateforme tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous former à votre rythme et remplir votre obligation. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme sur notre site dédié visadda.fr. Donc, nous sommes ce matin en compagnie de 2 avocats pour aborder le thème du démarchage téléphonique qui est sous étroite surveillance depuis maintenant quelques temps. Et donc, ce sont autant de règles, mais aussi de jurisprudence que vont nous rappeler ce matin Julien Besserman, qui est donc avocat associé chez Lowins Avocats, et Bernard Lamont, qui est un avocat spécialiste en droit du numérique et des communications au sein du cabinet Nouveau Monde Avocats. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire, grâce au petit module questions qui est symbolisé par un point d'interrogation, à les poser. Et je leur relayerai en fin d'intervention afin que nous tentions d'y répondre. Voilà, cher maître Besserman, cher maître Lamont, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Bon, écoutez, moi, je me présente en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas, car nos rendez-vous webinaires commencent à être un petit peu réguliers. Je suis Julien Besserman, je suis avocat en droit des assurances depuis un peu moins de 15 ans et je suis associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Lowins Avocats. On est un cabinet d'avocats qui traite exclusivement des clients institutionnels du monde des assurances, assureurs, courtiers, mutuelles d'assurance, pour à peu près toutes les problématiques que ce type d'entreprise peuvent rencontrer, conseils, contentieux, formation et détachement en entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des règles applicables au démarchage téléphonique. Puis en fin d'intervention, mon confrère Lamont vous parlera, lui, de la réforme des plans de numérotation et notamment de la décision de l'ARCEP. Je lui laisse se présenter avant d'enchaîner. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme la slide l'indique, je suis avocat spécialiste en droit de l'informatique. Alors, à l'origine, c'était informatique. Aujourd'hui, c'est, on va dire, droit du numérique. Et j'anime un cabinet de 5 personnes qui ne fait que cette activité-là pour 2 types de clientèle. Les prestataires du monde du numérique, donc les hébergeurs, les éditeurs, les data centers, etc. Et de l'autre côté, toutes les organisations, entreprises quasi exclusivement, qui utilisent de l'informatique dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans le monde de l'assurance. Et c'est à l'occasion d'un précédent webinaire dédié à un autre sujet que on s'est aperçu avec Julien Besserman que on pouvait faire une présentation à deux sur ces sujets qui agitent beaucoup tout le secteur des télécommunications du côté des différents prestataires et puis du côté des utilisateurs de téléphonie, notamment du monde de l'assurance. Julien, à toi. Allez, c'est parti. Quelques mots. Donc, en quelques mots, nous allons aborder l'actualité de la VAD, puis l'encadrement légal du démarchage téléphonique avec les différents décrets qui sont sortis dernièrement, et on terminera sur le plan de numérotation de l'ARCEP.
Premier point d'introduction sur la vente à distance. Comme vous le savez, la CPR fait particulièrement attention à la protection de la clientèle. Elle fait attention au fait que le client soit clairement informé de qui va l'appeler, pourquoi il l'appelle, qu'est-ce qu'il va lui vendre, toute une phase antérieure à la distribution et à la vente. Et puis ensuite, elle va être particulièrement attentive au recueil de son consentement. La CPR fait particulièrement attention au fait que le consentement du client soit clair et qu'il ait clairement conscience au moment où il s'engage qu'il souscrit un contrat d'assurance. Et effectivement, certaines plateformes téléphoniques ont pu être retoquées, notamment par la CPR, parce qu'elles n'étaient pas extrêmement clean sur la problématique du consentement et que parfois le client avait souscrit un contrat d'assurance sans s'en rendre compte. La réglementation vous impose ici de communiquer au début de votre appel téléphonique toute une série d'informations que je ne vais pas reprendre. Néanmoins, elles sont là. Qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous contrôle, quel est votre numéro RIAC, vous êtes également les problématiques d'examen des réclamations, c'est quelque chose que parfois on oublie. Voilà, il y a toute une liste qui apparaît dans le code des assurances et qu'il faut veiller à indiquer dans le cadre du démarchage téléphonique, donc dans le cadre de vos scripts téléphoniques ou les scripts que vous donnez à vos plateformes de démarchage, il faut qu'il y ait toutes ces informations qui soient données. Autre élément important, la temporalité de la remise des informations. Quelle est l'idée? L'idée est que, sauf exception, le client doit recevoir les informations et notamment par mail les conditions générales du contrat et l'IPID et le projet de contrat avant de donner son consentement. Alors évidemment, en termes de business, c'est pas le plus simple, c'est plus facile de dérouler son argumentaire téléphonique, de demander au client est-ce que vous êtes d'accord pour souscrire? Oui, oui, et puis à ce moment-là, on envoie les documents qui ne pas. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Il y a simplement une exception. Pardon, quelqu'un a son micro ouvert, si vous pouviez le couper, ça serait sympa. Donc effectivement, les éléments doivent être communiqués avant le consentement, sauf une exception. L'exception, c'est le cas dans lequel le client appelle directement l'assureur ou le courtier pour dire « je veux que vous mettiez en vigueur ce contrat ». C'est typiquement le cas du bonhomme qui sort de la concession automobile et qui dit « ah, j'ai besoin d'assurer ma voiture, assure-moi ». Et dans ce cas-là, puisque c'est le client qui fait la demande, on estime régulier de valider le contrat d'abord et de lui envoyer des éléments ensuite. Donc, c'est une exception et comme toutes les exceptions, elle doit être interprétée de manière stricte. On le verra tout à l'heure. Autre élément important, qu'on soit en ligne ou à distance, les règles sont les mêmes. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai un prospect qui m'a appelé et qui m'a dit « Ah Julien, de toute façon, je ne fais pas de vente en face à face, je fais de la vente sur Internet, donc du coup, je n'ai pas de devoir de conseil. » J'ai failli m'évanouir. Les règles sont les mêmes, qu'on soit en face à face, en ligne ou à distance, sur l'information et sur le conseil. Le fait d'être en ligne, j'allais dire, n'allège pas vos obligations et vous ne pouvez pas dire « Ah non, mais ça, c'est trop compliqué » ou ça, on ne sait pas le faire. C'est pire en fait. La CPR et les juridictions estiment que puisque vous n'êtes pas en face à face avec le client, il y a un risque de déperdition d'informations. Et donc, il faut que vous en fassiez plus. Alors, pourquoi un sujet d'actualité? Parce que depuis quelques années, la CPR a été particulièrement regardante sur ces sujets-là. Ça a commencé par des communiqués de presse 2018-2019, puis des sanctions successives. Il y en a au moins eu 5 sur le sujet. Et les griefs sont toujours un petit peu les mêmes. Je ne donne pas les informations qu'il faut lorsque je me présente. Mon devoir de conseil est trop light. Le recueil du consentement n'est pas suffisant. Voilà, c'est des éléments sur lesquels il faut veiller
particulièrement lorsqu'on met en place un processus de vente et de distribution à distance. 3 petits focus sur les 3 dernières décisions pour que vous notiez ce qu'il ne faut pas faire. Provitalia est un courtier qui s'est dit, bah tiens, moi j'aimerais bien profiter de l'exception dont on a parlé. Donc comment je vais faire pour qu'on estime que la souscription du contrat d'assurance est à la demande du client? Eh bien, je vais lui passer un coup de fil, étape 1. Je vais lui dire, bonjour, je suis Provitalia, je veux un contrat d'assurance, est-ce que ça vous intéresse? Le client dit oui. Le téléconseiller rappelle dans la seconde et dit, bon ben voilà, merci, le contrat est souscrit à votre demande. Donc du coup, est-ce que vous voulez un contrat? Oui, je prends votre consentement et je vous envoie les documents après. C'était malin, mais c'était trop gros pour être vrai. La CPR a dit non, vous vous moquez du monde. Ça n'est pas du tout le cas d'un client qui demande à souscrire le contrat. C'est vous qui avez provoqué cela. Donc cette technique ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le client qui est à l'initiative de l'appel. Donc ça, on laisse tomber. Viva Conseil en 2020, sanction extrêmement lourde, 2 mois d'interdiction de commercialiser des contrats d'assurance. C'est quand même relativement rare. Et là, les sanctions sont multiples. D'abord, on reproche, comme la fois précédente, d'avoir appliqué l'exception alors qu'elle ne s'appliquait pas. D'avoir un motif d'appel erroné. Alors ça, il faut se méfier, il faut contrôler les plateformes téléphoniques, il faut contrôler les démarcheurs et il faut leur donner un script, j'allais dire, extrêmement clair pour qu'ils ne se présentent pas comme la Sécu, comme une caisse de retraite, qu'ils ne disent pas comme là c'était le cas, il manque une garantie qui n'est pas activée alors que ce n'est pas vrai. Voilà, il faut un peu contrôler ce qu'indiquent les démarcheurs. Il faut motiver le conseil. C'est un point qui n'est pas toujours bien fait. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on va conseiller cette formule plutôt qu'une autre. Et un autre cas, un autre élément qui est important quand on distribue des contrats par téléphone, alors ça dépend un peu du type de contrat, mais c'est la multidétention. La CPR fait extrêmement attention en ce moment sur les questions de multidétention, c'est-à-dire vous n'allez pas vendre un contrat d'assurance à quelqu'un qui en a déjà un similaire. C'est notamment applicable si vous, enfin, c'est notamment pertinent, si vous distribuez des contrats d'assurance qui sont déjà couverts par les contrats de carte bancaire. La CPR vous reprochera de ne pas avoir posé la question, à minima, de ne pas avoir attiré l'attention du client sur le fait qu'il faut qu'il, comment dire, vérifie qu'il n'est pas déjà assuré par ailleurs. Troisième sanction qui est la plus récente, Résurgence, qui était le nouveau nom de Viva Conseil. Et la CPR dit un petit peu la même chose, contrat d'assurance souscrit sans avoir envoyé les documents contractuels ou les avoir envoyés sur une adresse électronique Viva Conseil. Du coup, qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là? C'est les téléconseillers qui mettaient leur propre adresse mail et qui validaient le contrat à la place du client à proscrire. Évidemment, il faut que dans vos systèmes informatiques, il y ait un blocage si l'adresse électronique qui est rentrée dans l'outil de souscription, c'est le nom de votre entreprise. Il faut qu'il y ait un truc qui dise non, ça c'est pas normal. Alors après, ça n'empêche pas les démarcheurs un peu malhonnêtes de créer des adresses sur Google, et là c'est plus compliqué sur Gmail, mais en tout cas qu'il n'y ait pas des hashtags Viva Conseil, ça c'est complètement pas possible. Ne pas avoir laissé au client un temps suffisant pour prendre connaissance des documents. Alors là, il n'y a pas de délai fixé par la CPR, mais dans l'absolu, il faut qu'il y ait un délai suffisant et on le sait, pour les appels à froid, on a maintenant un délai de 24 heures entre le premier et le second appel. Obligation de s'identifier, on l'a dit, obligation de conseil, on l'a dit, motivation du conseil, on revient sur la même chose que tout à l'heure, le fait d'être à distance n'allège en rien votre devoir de conseil. Les sanctions sont lourdes et vastes. 1 contre le gérant de fait, 2 contre le gérant de droit et 3 contre la société. Des amendes et des interdictions d'exercer
avec 2 remarques qui sont intéressantes, ou en tout cas qu'il faut prendre en compte. Sur les gérants de droit, il explique que, vu que Viva Conseil était une petite boîte, eh bien, le gérant de droit était nécessairement au courant. Et il ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Et c'est ce qui est écrit dans le dernier point. Dans une très petite société comme Viva Conseil, les manquements de la société sont directement imputables à ses dirigeants. On ne peut pas laisser croire dans une petite boîte que non, on n'est que dirigeant, qu'on ne sait pas ce qui se passe et que ce n'était pas de notre faute. Ou en tout cas, la CPR ne le laisse pas passer. Encadrement légal du démarchage téléphonique. Là, on rentre sur les réglementations successives qui sont arrivées depuis le mois de juillet 2020. La première, la loi Negelen, notamment sur Blocktel. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous verrez qu'une fois de temps en temps, je publie des décisions de la DGCCRF qui constatent à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, que tel courtier ou tel assureur a manqué à ses obligations relatives à Blocktel. Qu'est-ce que c'est que Blocktel? C'est le mécanisme, la liste d'opposition qui permet à un consommateur de s'inscrire dessus et de dire « moi, je ne veux pas qu'on me démarche ». Que dit cette loi? Elle dit que celui qui fait des campagnes téléphoniques doit s'assurer de la conformité des fichiers de prospection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez passer vos fichiers à la moulinette de Blocktel pour vérifier qu'il n'y ait personne qui soit inscrit sur Blocktel dedans. Une fois par mois, si vous êtes un démarcheur à titre habituel, et avant toute campagne de démarchage dans les autres cas. Donc là, il n'y a pas vraiment de définition, c'est un peu du cas par cas. Mais l'idée est quand même de utiliser Blocktel. Notons que la loi a changé, qu'avant on pouvait appeler quelqu'un qui était sur Blocktel en cas de relation contractuelle préexistante. Le texte n'est plus tout à fait le même. Aujourd'hui, on peut appeler quelqu'un qui est inscrit sur Blocktel si 2 conditions sont réunies. 1, il faut qu'on soit dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours, ce qui n'est pas tout à fait pareil que des relations contractuelles préexistantes. Et il faut qu'on lui propose un truc qui a un rapport avec ce contrat. Du coup, les exemples du dessous, je vends une extension de garantie à une multirisque habitation, on est OK. Je vends un contrat prévoyance ou un contrat de téléphone à un titulaire auto, a priori, pas OK. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous mettiez à jour vos conventions de distribution, qui doivent en théorie préciser que vous n'appelez pas les gens sur Blocktel sauf relation contractuelle préexistante et qui doivent être modifiées en indiquant qu'aujourd'hui vous appelez des consommateurs inscrits sur Blocktel que si on a un contrat en cours et que c'est en lien avec ce contrat. Ça veut dire mettre à jour les scripts et ça veut dire mettre à jour les conventions de distribution parce que ça a un impact sur les marchés cibles. Le marché cible, vous savez, c'est la gouvernance des produits, c'est l'obligation pour un distributeur de s'assurer qu'il distribue bien son produit à une clientèle adaptée. La loi sur la réforme du courtage, j'attire d'ailleurs votre attention pour ceux qui sont courtiers et qui n'ont pas encore adhéré à une association agréée qu'il faut le faire et que de ce que j'ai lu ce matin, un délai d'1 mois complémentaire a été accordé pour adhérer à ce type d'association vu que c'était un peu le souk à l'ORIAS. Donc voilà, il y a un peu plus de temps qui a été donné pour cette inscription aux associations de gestion agréées. Remarque qui n'est pas en lien avec le démarchage, mais en lien avec effectivement la loi sur la réforme du courtage qui avait 2 apports. Le premier, donc cette obligation d'adhésion, et la seconde, eh bien l'encadrement du démarchage téléphonique avec plusieurs règles que vous connaissez maintenant. Recueillir l'accord du client à la poursuite de la communication. Bonjour, je suis un tel, je vais vous vendre ça. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on continue? Et si vous dites non, on raccroche et on ne rappelle pas. On s'assure de la bonne réception des éléments. On laisse passer le fameux délai de 24 heures entre la réception des documents et le nouveau contact pour le consentement.
et on informe le client via une lettre d'accueil des dates de conclusion, prise des faits et droit de renonciation. On est toujours sur la même idée. Dès lors que on ne sait pas très bien ce qu'on donne comme info sur un démarchage téléphonique, on laisse le temps au client de réfléchir et on l'informe bien de son droit de renonciation. Ici, un très joli tableau qui avait été publié par Planète CSCA il y a quelques temps à la suite de l'avis CCSF du 19 novembre 2019, qui rappelle bien tout ça. Je vous laisse vous y rapporter. Pour faire rapide, on appelle, on prend l'accord du prospect pour poursuivre la communication, on fixe un deuxième rendez-vous, on raccroche, on envoie les documents, on rappelle 24 heures plus tard, on reçoit le consentement et on envoie une lettre de bienvenue. Si on fait ça, on est conforme. Effectivement, c'est plus dur de vendre comme ça que one shot lors d'un appel téléphonique, mais le jeu a été de durcir la réglementation à la suite notamment des sanctions ACPR dont on a parlé. Et c'est un business qui va devenir encore plus difficile avec les problématiques de numérotation dont va vous parler Bernard Lamont dans quelques minutes. Suite de la réforme du courtage, il y a d'autres éléments à prendre en note. Tout d'abord, je vous en ai déjà parlé, la multidétention. On fait attention que le client n'ait pas un autre contrat ou qu'il puisse résilier ce contrat. En tout cas, qu'il ne se retrouve pas avec deux contrats qui couvrent les mêmes choses. 2, le consentement ne peut plus être qu'un consentement signé, signature manuscrite ou électronique qui ne peut pas intervenir au cours d'un appel téléphonique. Autre élément qui a pu poser des problèmes, celui des enregistrements. Il y a maintenant une obligation d'enregistrer et de conserver les communications téléphoniques précontractuelles, donc de vente de produits, pendant une période de 2 années. Que moi je trouve un petit peu court, puisque par exemple les courtiers peuvent voir leur responsabilité engagée pendant 5 ans au titre de l'information précontractuelle. Donc à mon avis, il faut le garder un peu plus. Mais comme la loi dit 2 ans, probablement qu'il faut prendre des mesures en termes de RGPD pour expliquer pourquoi la loi dit 2 ans, mais il est de bonne pratique de le conserver plus. Sur ces questions, je vous laisse rapprocher de vos services RGPD ou d'un confrère spécialisé. Décret démarchage en date du 17 janvier 2022 qui indique les modalités de cet article L112.2 du Code des assurances. Donc ça, c'est un article démarchage en assurance. Ça s'applique en droit des assurances. Et ils sont précisés dans cet article R112.7 du Code des assurances l'intégralité des règles relatives à la conservation des enregistrements qui je dois informer. Je dois informer mes salariés, je dois informer le client qui l'a enregistré, comment je les conserve, à quel moment je les détruis. Donc tout ça, c'est un article dont il faut prendre connaissance pour s'assurer que votre process est conforme R112.7 du Code des assurances. De même, l'article définit ce que c'est qu'un appel consenti. À quel moment est-ce que le client accepte que vous le rappeliez et ce consentement doit être express. Excusez-moi, je m'étouffe un peu. Mais je parle tout seul depuis une demi-heure. Autre décret, 13 octobre 2022, qui est un décret cette fois-ci applicable pas seulement au droit des assurances, mais de manière générique, Code de la consommation. Ça s'applique donc sur un démarchage de consommateurs, donc sur une personne qui est en dehors de son activité professionnelle. Et on a des dates, des horaires. On n'appelle pas le samedi, on n'appelle pas le dimanche. On appelle entre 10 et 13 et 14 et 20 heures. On n'appelle pas les gens qui sont sur Blocktel, sauf contrat en cours. Donc, on n'a pas tout à fait la même définition que tout à l'heure. Je ne relance pas si le client
répond pas. Et s'il refuse le démarchage, j'ai une période de 60 jours pendant laquelle j'ai pas le droit de le rappeler. Donc tout ça, c'est extrêmement pratique, c'est extrêmement factuel et il faut que vous intégriez tout ça dans vos process de distribution. Élément intéressant, le cabinet a assisté il y a quelques mois maintenant à un démarcheur, enfin en tout cas un courtier qui procédait par démarchage téléphonique et la CPR nous a demandé plein de trucs. Et c'est intéressant pour vous d'avoir ces éléments-là qui sont prêts, c'est-à-dire comment est-ce que la société se présente, comment est rédigé le script, comment sont envoyés les différents emails aux clients. Comment c'est validé? Est-ce que c'est validé par un service qualité, conformité, en interne, en externe? Comment sont traitées les réclamations? Y a-t-il beaucoup de réclamations? Beaucoup de contrats souscrits, beaucoup de contrats annulés, beaucoup de renonciations. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous formé votre réseau? Qu'avez-vous mis en place comme mesure pour s'assurer que les appels sont conformes? On est vraiment sur j'allais dire la CPR qui creuse, qui dit voilà, envoyez-moi tout, moi je veux tout savoir et je veux tout savoir en pratique. Je vais pas vous demander, enfin je vais vous demander vos procédures, réclamation, gouvernance produit, vos supports de formation, mais ce qui m'intéresse c'est ce que vous faites en vrai, parce qu'il peut y avoir des super trucs écrits dans les procédures et que les choses soient pas réellement mises en pratique. Donc voilà, importance dans les contrôles ACPR de la réalité pratique, la réalité de vos pratiques. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut avoir toutes ces procédures de prête et il faut que, surtout pour ceux qui font du démarchage téléphonique, j'allais dire de manière industrielle, que tout ça soit formalisé parce qu'il ne faut pas qu'on soit en situation de devoir rédiger un script de vente, des supports de formation, une procédure de traitement de réclamation dans les 3 semaines entre le courrier de la CPR et la date qu'il demande pour avoir une réponse. On sait le faire, on l'a déjà fait, mais tant que personne ne vous embête, bah, prenez le temps pour vous mettre en conformité, au moins sur un plan pratico-pratique, et d'être en mesure de démontrer que vous avez pris connaissance de la réglementation et que vous avez mis en place des trucs pour la respecter. Et voilà pour moi sur la partie démarchage téléphonique. Donc, je passe la parole à mon confrère Lamont sur le plan de numérotation de l'ARCEP. Merci beaucoup, Julien. Alors, je te laisse passer la slide. Vous le savez, le démarchage téléphonique, de manière générale, comme l'a dit Julien, n'est pas apprécié des pouvoirs publics, n'est pas tellement non plus apprécié des particuliers. À titre personnel, je me suis inscrit sur Blocktel il y a plusieurs mois. Ça n'empêche que on est régulièrement sollicité, et bien qu'on demande à être désinscrit, on est embêté, y compris pour des services qui sont en théorie totalement interdits. On a eu par exemple récemment une interdiction pour les services de rénovation énergétique parce qu'il y avait beaucoup d'abus dans ce secteur. Et puis finalement, il semble que l'ARCEP soit un peu revenu dans ce domaine. Bon. Le principe est le suivant, le démarchage téléphonique depuis le 1er janvier est marqué du sceau de l'infamie avec un principe qui est qu'on ne peut pas appeler les gens sur une ligne fixe ou une ligne mobile pour faire du démarchage sans utiliser des numéros particuliers. Donc début janvier, on a eu des tas d'articles pour dire aux gens inscrivez ces numéros sur votre répertoire et puis paramétrez votre téléphone, comme ça vous ne serez plus sollicité. C'est moins facile sur des téléphones fixes qui sont encore utilisés par juste 20 millions de personnes en France. Mais au moins, quand on voit un numéro qui commence par 0162, on peut se douter que ça n'est pas la tante Amélie qui téléphone pour prendre des nouvelles. En d'autres termes, vu du côté de l'opérateur industriel, de l'entreprise, du courtier qui cherche à faire une opération commerciale, ce sont de véritables répulsifs, ces numéros de téléphone.
la campagne de communication téléphonique sera beaucoup moins efficace. Je commence déjà à avoir des résultats de gens qui me disent c'est une catastrophe, on a un taux de décrochage qui a chuté de manière considérable. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans une réglementation qui est d'une complexité à chaque fois que je m'y plonge, c'est absolument délicieux. C'est-à-dire que je vais me garder d'être trop bavard, je vais intervenir que 5 minutes, mais depuis qu'on a décidé de présenter ce webinaire, j'ai dû y repasser encore 3 heures pour tirer à chaque fois le fil de la réglementation. C'est une réglementation qui trouve sa source d'abord dans le code dans le code de la conso, comme l'a dit Julien, dans le code des assurances, le cas échéant, en ce qui vous concerne en termes de secteur d'activité, mais aussi dans le code des postes et communications électroniques. C'est un code qui est très mal rédigé, qui a été élaboré à la fin des années 90 lorsque le monopole des PTT de France Télécom a été libéralisé. Et ce sont des textes qui souffrent d'être trop techniques, trop techniciens, y compris dans le code. Et puis on a une autorité administrative indépendante, comme il y a l'ACPR, comme il y a la CNIL pour le RGPD. Pour la téléphonie, on a l'ARCEP. Et l'ARCEP est une autorité de régulation qui est fragile, qui est critiquable sur certains sujets. Alors, ils font avec les moyens qu'ils ont. Moi, je n'ai pas de critique, j'allais dire, de nature politique à leur égard. Mais j'ai noté, et vous aurez probablement le support, mais au moins 3 décisions rendues l'an dernier par le Conseil d'État, CE 4 mai 2022, en mai et en octobre, où des gens frappés par des décisions de l'ARCEP sont allés devant le Conseil d'État et ont réussi à obtenir que le Conseil d'État infirme les décisions de l'ARCEP. On a aussi plus globalement un vrai bras de fer entre Orange, qui est le plus gros opérateur téléphonique de France, et l'ARCEP, avec la directrice générale de Orange qui a dit on va déposer des questions prioritaires de constitutionnalité parce que l'ARCEP nous contraint beaucoup trop. Et dans ce contexte, l'ARCEP a rendu donc une délibération que vous pourrez chercher sous le doux nom de 22-1583, qui fixe donc les règles applicables au démarchage commercial. Alors, ces règles sont horriblement complexes. Le fondement est assez simple. Si vous faites du démarchage téléphonique, il faut utiliser ces numéros particuliers. Oui. Donc, on a 3 situations. On a 2 situations qui sont extrêmement simples. Vous faites appel à un gros web help, un gros centre d'appel pour faire une opération auprès de dizaines de milliers de personnes. Évidemment, on est dans le démarchage commercial et donc ce centre d'appel doit utiliser ces numéros particuliers, ce qui est un gros problème pour eux. On a l'autre cas qui est un courtier, celui qui était évoqué tout à l'heure, un courtier a une assurance habitation avec Bernard Lamont, ils ont mon 06, ils me téléphonent pour faire de la vente connexe ou accessoire avec les finesses de la prévoyance par rapport à la multirisque habitation. On n'est pas dans cette réglementation, ils peuvent utiliser leur numéro fixe ou mobile pour me téléphoner. La chose importante, ils peuvent utiliser ces numéros tels qu'ils s'affichent sur mon téléphone à moi, le destinataire. Donc, ils peuvent utiliser une structure VoIP, mais le numéro qui s'affiche pour moi sera leur numéro fixe. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui s'affiche aux yeux du destinataire sur son téléphone fixe ou mobile. Et puis, on a le cas pratique qui est probablement le plus pénible à interpréter. Je déteste rendre des consultations à la normande en disant peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On s'est interrogé sur le cas suivant. Un courtier local dans la rue commerçante veut lancer une opération commerciale parce qu'il a besoin d'étoffer un peu son portefeuille client. Il récupère un fichier à telle ou telle occasion et il va passer 200 appels, plutôt bien ciblés, mais en dehors de son carnet d'adresses. Est-ce qu'il est
soumis à cette réglementation et est-ce qu'il doit utiliser le 0162? En tirant tout le fil, on arrive à une définition qui est vous devez utiliser ces téléphones, ces numéros, si vous êtes une plateforme technique. Et la définition de la plateforme technique qui est dans cette délibération 22 583, vous pourrez la récupérer, elle est librement téléchargeable, et vous faites CTRL F plateforme technique, il est indiqué que c'est une infrastructure exploitée par un opérateur de communication électronique ou un tiers, le courtier, un tiers peut-être, qui rend possible l'envoi d'appels dans le cadre d'une prestation liée à un service de communication électronique. D'autres termes, je fais appel à un call center pour faire une grosse opération commerciale. Je suis tenu par cette obligation d'afficher un numéro particulier. En revanche, je pense que pour une opération ponctuelle d'un courtier qui décide de réactiver un fichier de prospect ou d'exploiter un fichier qu'il a obtenu ponctuellement dans le respect du RGPD, on fait de la mise en conformité RGPD chez nous, hein. Je pense que le numéro qui peut être utilisé n'est pas le 0162, n'est pas le 0270. Ça peut être un numéro local. Donc, si vous êtes à Bordeaux, ça commencera par un 05. Si vous êtes à Rennes ou à Nantes, ça commencera par un 02. Et c'est très facilitateur sur le plan de la réponse, j'allais dire commerciale, marketing. Parce que vraiment, ces numéros particuliers aboutissent à l'heure actuelle à à une dégradation du taux de décroché, comme on dit dans le jargon, qui est vraiment catastrophique. Voilà. Donc, en l'état, deux situations qui sont très simples. Vous avez déjà un client en portefeuille, vous l'appelez pour faire du upselling, une opération commerciale ponctuelle, vous pouvez utiliser votre numéro fixe ou mobile habituel. Vous faites appel à un call center, ce call center devra utiliser un numéro particulier. Quand on est au milieu et que vous mettez vos salariés ponctuellement à faire, allez, vendredi prochain, on fait les fonds de tiroir de fichiers commerciaux et on appelle, vous pouvez, à mon sens, au sens de l'ARCEP, utiliser un numéro fixe ou mobile sans avoir besoin d'utiliser ces numéros particuliers. Voilà, j'espère avoir été relativement clair. Vraiment, la matière est parfois complexe. Je passe la parole, Julien, pour la conclusion, ou alors on passe aux questions-réponses si vous voulez. Alors, écoutez, dans un premier temps, je souhaiterais vraiment vous remercier tous les deux pour cette intervention qui était très claire, très complète. Nous avons effectivement beaucoup de questions. Alors, je vais peut-être commencer par la dernière puisque c'est le sujet qui vient d'être abordé. On nous demande, suite à votre intervention, Maître Lamont, pour la notion de plateforme de démarchage commercial, n'y avait-il pas la notion de numérotation automatique, donc un automate d'appel, et est-on exclu dans le cadre d'une numérotation manuelle? Alors, la première réponse que je n'ai pas la réponse à la question. Voilà. En revanche, j'ai sur un autre écran la définition de la notion de plateforme technique et le fait qu'il y ait une numérotation automatique pour faciliter l'envoi industriel, l'appel industriel, n'est pas noté dans cette définition de plateforme technique. En l'état, le fait que un automate compose le numéro chez un courtier qui fait une opération commerciale ponctuelle dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, pour moi, ça ne fait pas devenir l'agent d'assurance, le courtier d'assurance local, une plateforme technique. Ça ne le convertit pas en plateforme technique. Il y a peut-être un point quelque part sur la... Mais pour moi, en plus, il y a plusieurs manières d'interpréter la loi, mais il y a une interprétation, j'allais dire, finaliste. L'objectif, c'est de sévèrement réglementer les grandes plateformes. C'est vrai que c'est un moyen, cette numérotation automatique, mais nous-mêmes, dans nos structures, on peut avoir un moyen de composition automatique tout en étant dans l'interpersonnel. Non, je ne pense pas que ce soit un critère absolu. Très bien, merci.
Alors, on a beaucoup de questions effectivement sur effectivement le décret du 13 octobre 2022, si le consommateur donne son consentement express et préalable, qui est effectivement une possibilité. Donc, il y a plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que s'il y a ce fameux consentement express et préalable, l'appel peut avoir lieu en dehors du cadre posé par le décret ou pas? Et une seconde question qui en découle un petit peu, si toujours cette personne a donné son accord pour être contactée, donc consentement express et préalable, et qu'elle est sur Blocktel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on prenne le temps de réfléchir. C'est toujours un peu le piège de ces webinaires où les gens arrivent avec des questions qui pourraient faire l'objet de consultations. Hein. C'est clair. C'est pas l'objet du webinaire. Blocktel plus consentement. Eh ben, on va dire que c'est le consentement qui prime, mais alors c'est vraiment du feeling. Ouais, non, délicat de répondre comme ça Ouais, du délicat. Et du coup, oui. J'ai peut-être un élément de réflexion. Je rejoins, c'est vraiment très particulier, mais Blocktel, c'est une opposition générale. Donc, s'il y a un consentement particulier, ça doit déroger au général. J'ai un peu la même, La même approche que Julien, oui. Et sur le consentement, si on prend le deuxième alinéa d'un article du décret, le professionnel peut solliciter par voie téléphonique le consommateur en dehors des jours et plages horaires s'il a obtenu son consentement express et préalable et qu'il peut l'établir. Donc, on D'accord. a l'idée de conserver la preuve de ce consentement express parce que si la CPR vient ou la DGCCRF, il faudra dire oui, oui, je l'ai appelé un dimanche soir, mais il était d'accord et je l'ai conservé parce qu'il a expressément consenti. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour ces éclaircissements. Effectivement, la question était un peu piège, mais finalement, on s'y retrouve et on voit que la loi répond quand même à un certain cadre. Qu'en est-il pour le coup de ce décret quand la prospection commerciale concerne des professionnels? Est-ce que la loi ne s'applique qu'aux particuliers ou est-ce que de la même manière, quand on contacte des professionnels, c'est la même chose? Alors celui-là, le décret du 13 octobre 2022, public concerné, il y a bien indiqué professionnels et consommateurs. D'accord. Donc effectivement, ce sont les deux publics qui sont… C'est effectivement… Quand on lit l'intitulé du décret, version initiale, public concerné, professionnels et consommateurs, quand on lit le texte, on parle de la sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique. Et du coup, il n'est pas indiqué. Ouais. Oui, je te rejoins, Julien, et en plus, ça modifie un texte du Code de la conso. Donc, dans le B2B, pour l'assurance pro d'une entreprise, ça ne serait probablement pas applicable. Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a une, comment dire, peut-être que dans public concerné, professionnel et consommateur, c'est le professionnel qui appelle et le consommateur qui reçoit l'appel. Je suis assez d'accord. Alors, non pas que je veuille vous piéger, encore une fois, et puis comme le disait Maître Westermann et Maître Lamont, ça peut faire l'objet de consultations complètes et puis de participation aux différentes formations que nous proposons sur le sujet. Mais est-ce que, toujours par rapport à ce fameux décret du 13 octobre 2022, le client qui a réalisé un devis, par exemple sur un comparateur, il reçoit le devis sur sa boîte mail, 15 minutes après avoir soumis son devis, est-ce que le courtier doit forcément attendre ce délai de 24 heures pour le recontacter, alors que c'est lui-même qui a sollicité un devis? Probablement que ça dépend de la manière dont il sollicite le devis. Est-ce qu'on estime qu'il est à l'origine est-ce qu'il est à l'origine de la demande de devis ou est-ce que la demande de devis a été un petit peu poussée par le comparateur? Mais là, pour le coup, D'accord, il y a un vrai sujet de consulte. clairement. On botte un peu en touche, mais
c'est un peu le jeu Non, mais tout à fait. webinaire, où il y a des questions compliquées et on ne peut pas y répondre en 2 secondes. Absolument, et assez spécifique. Alors, peut-être une question moins compliquée, encore je ne sais pas. Est-ce que ce décret concerne uniquement les appels ou est-ce qu'il concerne aussi les SMS? L'intitulé, c'est appel téléphonique. D'accord. Est-ce que ça peut être étendu au SMS? Alors, le texte parle de sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique. Uh-huh. Est-ce que le SMS rentre dans voie téléphonique? Non, enfin, encore une fois, sous toute précaution oratoire et sans préjudice, comme disent les anglo-saxons, de ce que je connais de toute la réglementation ARCEP avec cette délicieuse décision de 2022 que j'ai stabilotée dans tous les sens, l'ARCEP en tout cas fait bien une différence entre la sollicitation par voie téléphonique, donc c'est l'appel, voilà, et l'envoi de messages de prospection. J'ai eu des dossiers pour des entreprises qui envoient des SMS de sollicitation commerciale. Ce sont 2 réglementations a priori bien séparées. Là aussi, pour vous donner une réponse bien carrée, on dépasse un peu le stade du webinaire. Oui, non, mais c'est évident, je suis bien d'accord avec vous. On va aller terminer sur une question peut-être plus globale, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas l'information non plus, mais plusieurs personnes se demandent si vous avez connaissance de la prochaine mise à jour de la fac professionnelle de Blocktel. Il semblerait que ce soit en cours de discussion, mais effectivement, elle est pas tout à fait à jour. Est-ce que vous en savez plus sur la mise à jour de cette fac? Non, aucune Alors, info. non, aucune info, mais attention, de toute façon, une fac, c'est du droit mou, du droit Oui, flou, c'est-à-dire que son statut juridique est toujours un peu évanescent, un peu complexe. En fait, les facs et les fiches d'information qui sont sur les sites des ministères étaient beaucoup utilisées au moment du premier confinement parce que le gouvernement était et tous les pouvoirs réglementaires étaient en situation très très tendue et la situation était tellement commandait tellement l'urgence et l'efficacité que, par exemple, le ministère du Travail, sur les modalités de suspension de différents contrats de travail, a procédé à des publications de fac. Et le Conseil d'État a rendu plusieurs décisions pour dire quand c'est écrit sur le site d'un ministère en disant c'est applicable à partir de temps, ça a quasiment la nature d'un décret. Et la fac Blocktel, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus bas quand même comme force réglementaire. C'est très utile parce que ça éclaircit un peu ce salmigondis et ce charabia technologique du Code des postes et communications électroniques et puis les délibérations de l'ARCEP. Et très franchement, ça n'est pas... Enfin, là, l'ARCEP arrive à la limite de son pouvoir réglementaire, oui. même s'il a un pouvoir réglementaire propre et très contesté avec des décisions du Conseil d'État. Ne vous fiez pas trop à l'efficacité de ça. Évidemment, si vous êtes contrôlé et que vous arrivez à sortir une copie de la fac du Blocktel et que vous dites mais j'étais dans les clous de ça, l'autorité de contrôle, que ce soit ACPR ou ARCEP, sera plus coulant, plus compréhensif, mais c'est pas du droit très Oui, dur, quoi. ça ne fait pas force de loi, Pas trop. ni de décret. Messieurs, je vous remercie à nouveau voilà, pour cette intervention très complète et de vous être soumis au jeu de questions de la fin, même si, encore une fois, voilà, n'hésitez pas
compte tenu du cadre réglementaire très contraignant et qui a des impacts forts derrière, à la fois financiers et administratifs, on va dire, voilà, à prendre des renseignements auprès des experts que nos deux intervenants d'aujourd'hui sont, et puis à les retrouver dans le cadre de nos formations, où là aussi, en présentiel notamment, et même en classe virtuelle, vous pourrez tout au long des formations que vous suivez poser un certain nombre de questions et en débattre avec eux et avec les collaborateurs qui se trouvent avec vous à ce moment-là. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci, chers maîtres au pluriel. Bon appétit et j'espère à très vite pour un nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Très belle journée, bon week-end. Merci, messieurs.